Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Stéphane Laforêt. Je suis le directeur artistique et chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Sherbrooke. Je voudrais vous parler aujourd'hui du rôle de chef d'orchestre. Mais avant de vous parler du rôle du chef d'orchestre, j'aimerais vous parler de mon instrument, l'orchestre. D'où vient le mot orchestre? Dans la tragédie antique, dans les théâtres de cette époque, il y avait un lieu entre la scène et le public qu'on appelait orchestra. Cet endroit était réservé pour les chanteurs ou pour les musiciens. Donc, au fil des ans, après cette période-là, jusqu'en 1700, je dirais qu'il y a eu des petits groupes de toutes sortes, à chaque époque de l'histoire de l'humanité. À la Renaissance, on avait, pour un petit groupe de musiciens, qui ne s'appelait pas encore orchestre, mais c'était un embryon d'orchestre à l'époque de la Renaissance. À l'époque baroque, on avait des regroupements de musiciens, encore une fois, qui n'étaient pas tout à fait encore un orchestre comme on les connaît aujourd'hui. C'est plus vers l'année 1700, comme je vous disais tout à l'heure, qu'apparus les orchestres qu'on connaît aujourd'hui. Avec la fin de l'époque baroque et l'époque classique, sont apparus différents styles d'orchestre, comme par exemple l'orchestre à cordes, qui comprend entre 12 et 25 musiciens, essentiellement des instruments à cordes, violon, alto, violoncelle, contrebasse. Est apparu aussi à la même époque les orchestres de chambre, entre 25 et 45 musiciens, des instrumentistes qui jouaient des instruments à cordes, quelques bois, des cuivres et timbales. Donc, c'était l'orchestre, je dirais, à l'époque de Haydn, Mozart, Beethoven, qu'on utilisait pour justement jouer les compositions de ces grands compositeurs. Est apparu par la suite l'orchestre symphonique, comme vous connaissez l'Orchestre symphonique de Sherbrooke, même modèle, entre 35 et 100 musiciens, dépendamment des œuvres que nous jouons. Certains compositeurs vont écrire des œuvres pour 200 musiciens, même plus, quand on pense à Mahler avec sa Symphonie des Mille et Schoenberg. Nous ajoutons à l'occasion le titre philharmonique à la suite d'orchestre symphonique. En ce qui me concerne, un orchestre philharmonique est un orchestre un petit peu plus gros que l'orchestre symphonique, mais le mot philharmonique est surtout un terme prestigieux, comme par exemple le Philharmonique de Vienne, le Philharmonique de Berlin, le Philharmonique de New York. Donc, quand on ajoutait le mot philharmonique, c'était pour signifier que cet ensemble était un ensemble vraiment particulier. Et effectivement, ces ensembles, en général, ont marqué l'histoire de la musique. Dans l'orchestre symphonique que nous connaissons aujourd'hui, il y a 4 grandes familles d'instruments. La première famille, c'est les cordes. Ils sont immédiatement devant moi, en demi-cercle. C'est la plus grande famille de l'orchestre. Nous avons la section des violons 1 dans les cordes, les violons 2, les altos, les violoncelles et les contrebasses. Les cordes utilisent un archet pour produire le son. Un petit bout de bois avec des crins de cheval qu'on frotte les cordes avec cet archet. Donc, les cordes de l'orchestre symphonique sont la pâte sonore de l'orchestre. C'est le son qu'on entend lorsqu'on entend un orchestre symphonique. Tout de suite, c'est le premier son qui nous vient à l'oreille, c'est les cordes. Dans la deuxième famille de l'orchestre, il s'agit des bois. Pourquoi on appelle cette section les bois? Parce qu'à une certaine époque, tous les instruments étaient faits en bois, ou une sorte de bois, l'ébène ou d'autres matériaux. Les bois sont situés immédiatement après les cordes sur scène, et peut-être un petit peu élevés sur des estrades à l'occasion pour que le son des bois puisse passer par-dessus les cordes. Donc, cette section, dans les bois, on a les flûtes, les hautbois, les clarinettes, les bassons et à l'occasion les saxophones. La troisième section, c'est la section des cuivres. Pourquoi on appelle cette section les cuivres? Tout simplement parce que les instruments sont faits en cuivre. Donc, c'est la section qui joue très fort dans l'orchestre. C'est la puissance de l'orchestre. Quand on veut jouer très fort, le compositeur utilise les cuivres. Ils sont situés habituellement
à l'arrière complètement de l'orchestre et eux aussi peuvent être surélevés un petit peu, mais en général, c'est la rangée du fond où on peut apercevoir tous les cuivres. Donc, dans la section des cuivres, nous avons les trompettes, les corps français, les trombones et le tuba. Fait intéressant avec la section des bois et des cuivres que nous devons mentionner, ce sont des sections d'instruments à vent. C'est-à-dire que pour jouer de ces instruments-là ou pour produire un son, il faut souffler dans l'instrument. La majorité des instruments ont leur propre famille, comme par exemple les flûtes. Si le compositeur le désire, on peut avoir un piccolo, une flûte en sol, une flûte basse. Donc, tous les instruments de la famille des flûtes peuvent jouer dans la section des flûtes. Même chose pour les hautbois. On peut avoir le cor anglais, le hautbois d'amour, le hautbois traditionnel. Chez les bassons, le basson et le contrebasson. Chez les clarinettes, la petite clarinette soprano, mi bémol, la clarinette en la clarinette traditionnelle, la clarinette alto et la clarinette basse. Chez les cuivres, la même chose. Chez les trompettes, on peut avoir une trompette piccolo, une trompette basse en fa, une trompette en mi bémol, en do, en ré. Chez les trombones, un trombone basse, un trombone ténor, un trombone alto, etc., etc., etc. Notre quatrième section, finalement, c'est les percussions. Les percussions sont situées soit en arrière des cuivres ou sur les côtés de la rangée des cuivres à l'arrière de la scène. Les percussions, comme vous savez sans doute, c'est la pulsation, c'est le rythme de l'orchestre, c'est leur rôle premier. Par contre, on peut diviser les instruments de la section des percussions en deux grandes sections. Les instruments rythmiques monodiques, ce qui veut dire que ces instruments font seulement une note ou un son, comme par exemple la petite caisse, la grosse caisse, les tambours, les blocs chinois, les blocs de bois, les claves, les cymbales. Puis l'autre section, c'est une section qu'on appelle instruments mélodiques. Donc, ces instruments de percussion peuvent jouer des mélodies avec plusieurs sons, comme par exemple le xylophone, le marimba, le vibraphone, les cloches tubulaires, le glockenspiel, le piano, l'orgue et le célestat. L'orchestre est une société en soi. L'orchestre est constitué d'humains. Comme vous le savez, j'en suis sûr, dans l'orchestre, il y a des hommes et des femmes. Bien, il faut savoir que jusqu'à tout récemment, dans certains orchestres en Europe, ce n'était que des hommes qui jouaient dans l'orchestre, comme à l'orchestre de Berlin, l'orchestre de Vienne, le Concertgebouw. Donc, heureusement, depuis quelques années, les femmes peuvent se joindre à nous. Dans les orchestres, on a différentes nationalités, même dans l'orchestre de Sherbrooke, des différences d'âge aussi, des musiciens, des plus jeunes, des moins jeunes, des très expérimentés. Comme dans la société, on a des dirigeants et des exécutants. Donc, il y a des chefs, il y a des directeurs généraux, il y a des employés, il y a des simples musiciens. Il y a une hiérarchie dans l'orchestre. En fait, je dirais même qu'il y en a une au niveau artistique et au niveau administratif. Dans l'orchestre, nous avons des règles comme des horaires, des auditions. On a même un syndicat. Donc, au niveau de la hiérarchie artistique, bien, le chef d'orchestre et le directeur artistique souvent c'est la même personne. Le directeur artistique est le chef de tout ce qui touche la musique. On souhaite que quand il arrive une problématique ou une décision à prendre au niveau musical, que ce soit le directeur artistique qui puisse prendre la décision, toujours en respectant les budgets que le directeur général lui donne. Par la suite, au niveau artistique, il s'agit du violon solo. On a le directeur artistique, chef d'orchestre, vient le violon solo. C'est le premier violon ici à gauche du chef. Le violon solo, à une certaine époque, c'était aussi le représentant du syndicat de l'orchestre. C'est lui qui faisait le lien, lui ou elle, qui faisait le lien entre les musiciens et le chef, le lien entre les musiciens et l'administration. Donc, en plus d'être un représentant, je dirais, pour les musiciens, il devait être un très bon musicien. Souvent, c'est un de nos meilleurs musiciens, sinon le meilleur. Le rôle du violon solo est assez important parce que je dirais que c'est lui qui décide si tous les cordes doivent tirer ou pousser l'archet, parce que les archets de tous les musiciens des cordes doivent fonctionner ensemble, du moins section par section. Puis quand toutes les cordes jouent le même passage, ils doivent utiliser l'archet de la même façon. Donc, c'est le violon solo qui doit marquer dans les partitions si la note qu'on doit jouer doit être tirée ou poussée.
Et par la suite, le bibliothécaire transcrit tous ces signes ou ces codes-là dans toutes les partitions de cordes. Le violon solo fait partie aussi de tous les comités, que ce soit les comités d'audition, les comités d'administration, le conseil d'administration. Habituellement, le violon solo est impliqué dans toutes les décisions. Vient ensuite les chefs de section. Chaque section de l'orchestre, que nous avons vu jusqu'à ce point, il y a un chef de section. Comme par exemple les deuxièmes violons, on a le chef des deuxièmes violons qui est assis, là, le premier pupitre en avant, le chef des altos, le chef des violoncelles, le chef des contrebasses, le chef des flûtes, c'est la première flûte, le chef ou la chef des clarinettes, c'est la première clarinette, première trompette, premier percussionniste, timbale. Ce sont des chefs de section. Chaque famille ou chaque section a son chef de section. Par la suite, viennent les assistants chefs de section. Donc, à côté du violon solo, on a l'assistant violon solo, qui doit être toujours prêt à remplacer le violon solo si jamais la personne tombe malade. Il doit préparer tous les solos ou tous les bouts qui mettent en évidence le violon solo. L'assistant doit être prêt à le remplacer à pied levé. Même chose pour l'assistant des deuxièmes violons, l'assistant des altos, l'assistant du premier quart, l'assistant du premier trombone, etc. Dans les grands orchestres comme l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre de Toronto, Vancouver et beaucoup d'orchestres en Europe, les orchestres ont souvent plusieurs violons solos et plusieurs assistants violons solos parce que les saisons sont très grandes, le répertoire est immense et très difficile, donc on essaie de donner une chance à plusieurs violons solos. On répartit le travail, finalement. Et quand on doit jouer une grande œuvre où on a besoin de tout l'effectif et toutes les forces de l'orchestre, bien, tous les musiciens viennent jouer à ce concert. Ou si l'orchestre part en tournée, par exemple, bien là, tous les musiciens viennent jouer pour ce concert. Et vient ensuite les musiciens réguliers. Donc, après le violon solo et l'assistant violon, on a 8 ou 10 ou 12 ou 15, dépendamment des orchestres, violons dans la section, qui sont des musiciens réguliers. Dans les deuxièmes, la même chose. Dans les altos, dans les violoncelles, contrebasses. La troisième flûte est un musicien régulier. La quatrième trompette est un musicien régulier. Le troisième percussionniste est un musicien régulier. Voilà. La prochaine section d'un orchestre, je dirais, c'est le côté organisationnel. C'est l'équipe technique organisationnelle. On a des gens qui organisent les choses avant qu'on arrive pour jouer tout le monde ensemble. Donc, on parle ici du contracteur. Le contracteur, lui, son rôle, c'est d'engager les musiciens. Nous avons nos musiciens réguliers, donc il doit les engager, leur envoyer l'horaire, des répétitions et des concerts. C'est souvent possible qu'un musicien vient au concert avec l'Orchestre de Sherbrooke et il est requis seulement pour une pièce ou deux, comme par exemple le troisième percussionniste ou les trombones. Donc, dépendamment de la pièce, le musicien peut être engagé pour une ou deux ou trois pièces. Donc, en général, nos musiciens jouent toutes les pièces qu'on interprète au concert, mais ça peut arriver qu'on fait une pièce où leur section n'est pas requise. Donc, pendant les répétitions, le contracteur va dire à cette section-là, « Venez pas lundi matin, votre pièce va être jouée seulement que lundi après-midi, etc. » Le régisseur, un autre poste très important. Tout d'abord, le régisseur, c'est lui qui s'occupe de la régie. C'est lui qui installe les musiciens sur scène pour voir, il voit est-ce que tout le monde soit confortable, est-ce que le lutrin fonctionne, est-ce que la chaise est convenable, est-ce que l'orchestre est installé sur scène de la façon que le chef le désire, selon le répertoire qu'on joue, selon le nombre de musiciens qu'on joue. Donc, il a un rôle important à ce niveau-là. Son autre rôle est aussi de nous signaler que c'est le début de la répétition, que c'est la pause maintenant, parce qu'on ne peut pas jouer plus qu'une heure et demie sans arrêt, parce qu'on est syndiqué. Et la pause doit durer 25 minutes, parce que c'est une répétition de 2 heures et demie, etc. Donc, c'est lui qui annonce le début des répétitions et la fin des répétitions. Le bibliothécaire, très important, c'est lui qui s'occupe de toutes les partitions, qui s'assure que tout le monde ait la bonne partition, qu'on ait la bonne édition pour jouer une œuvre. C'est lui qui commande les œuvres. Si on a des concerts pop à faire, il doit contacter les arrangeurs pour faire des arrangements. Donc, il a un rôle, en plus de marquer tous les archets du violon solo dans toutes les copies des cordes, son rôle est essentiel. Et il a un impact, je dirais, musical et artistique extrêmement important dans l'orchestre. Si on n'a pas les bonnes partitions, si ce n'est pas bien photocopié, si ce n'est pas la bonne édition, ça peut avoir un impact immédiat sur le résultat. Et finalement,
l'équipe technique de chaque salle, qui, eux, leur responsabilité est de voir aux chaises, aux lutrins, aux estrades, aux lumières, à la climatisation, pour s'assurer que nous sommes dans un état très agréable pour pouvoir faire notre beau métier. On disait tout à l'heure qu'il y avait une hiérarchie artistique. Je pense qu'il y en a une aussi administrative dans notre orchestre. Il faut savoir qu'un orchestre aujourd'hui, ici au Québec et au Canada, ce sont des orchestres, ce sont des organismes à but non lucratif, ce qu'on appelle un OBNL. Donc, quand on parle d'OBNL ou d'organisme à but non lucratif, on pense tout de suite à un conseil d'administration. Donc, le conseil d'administration est formé comme n'importe quel conseil d'administration avec le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire, qui font aussi partie du conseil exécutif. Ce qui est particulier avec un orchestre, et ce que j'ai souvent dit dans les interviews que j'ai faites, c'est que oui, c'est une compagnie, c'est un modèle légal d'OBNL, mais ce qui est particulier avec un orchestre, c'est que la direction, elle est tricéphale. C'est-à-dire qu'il y a 3 dirigeants très importants dans l'orchestre. Il y a le chef d'orchestre, le président et le directeur général. Donc, quand il y a une décision à prendre musicale, on l'a vu, c'est le chef d'orchestre. S'il y a une décision administrative à prendre, c'est le président. S'il y a une décision financière, c'est le directeur général qui va nous dire au chef, voici ton budget pour tel concert ou tel projet. Donc, à chaque décision, il y a des éléments ou des impacts qui vont toucher la musique. C'est pour ça que les 3 têtes dirigeantes doivent être toujours sur la même longueur d'onde et se parler très souvent pour prendre des décisions. Dans le conseil d'administration, on a parlé du président, du conseil exécutif. Bien, après ça, viennent les membres du conseil d'administration normal, comme tout comité. Après ça, vient l'équipe administrative qui est sous la tutelle du directeur général. Donc, là, il y a les secrétaires qui s'occupent du marketing, de la vente des billets, de la réservation de salles, recherche d'engagement, etc., etc. Et finalement, comme dernière catégorie, vous, le public, qui êtes notre raison d'être. Grâce à vous, et on le voit aujourd'hui plus que jamais, sans vous, on n'existe pas. Un orchestre, c'est fait pour jouer devant public, pour un public. Donc, merci infiniment et à la prochaine.